8h43, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin cette lecture des journaux avec une curieuse pathologie. La phobie du premier paragraphe. C'est comme cela que l'appelle Gérard Miller dans l'Opinion. Le journal qui a eu la bonne idée de demander aux psychanalystes de s'intéresser au cas Mélenchon. Et cet ancien compagnon de route du leader de LFI répond donc en praticien. Pour lui, c'est effectivement pathologique. Mélenchon ne supporte pas l'unanimité. L'unanimisme le révulse, et notamment dès qu'il s'agit des crimes du Hamas. Bref, il est incapable de rédiger ce premier paragraphe d'un communiqué qui constaterait l'horreur que tout le monde constate. Souscrire à la doxa, même si elle est juste, il ne le fera pas. Quand on s'appelle Mélenchon, on n'obtempère pas sous la pression médiatique. Et puis surtout, ne jamais se dédire, ne jamais s'excuser, continuer même si l'on sait que l'on a tort. En fait, chez Mélenchon, quelque chose s'est brisé avec l'affaire Quatennens, affirme Gérard Miller. Son durcissement idéologique y prend sa source parce qu'il n'a pas compris qu'il pouvait y avoir une réelle fronde à l'intérieur de son propre mouvement. Pour la première fois, conclut-il, ce que disait Mélenchon n'était pas parole d'évangile. Alors en attendant, Jean-Luc Mélenchon reçoit ces dernières heures un soutien de points assez inattendu. Ouais, on imagine la tête des leaders de Feu la NUPES quand ils vont découvrir le papier de Rivarol, parce que c'est de cela dont il s'agit. Alors Rivarol, un mot d'explication, c'est un hebdomadaire à la droite de l'extrême droite, clairement antisémite. Son directeur Jérôme Bourbon a d'ailleurs été condamné à une quinzaine de fois par la justice, et il s'est donc trouvé un nouvel héros. Jean-Luc Mélenchon refuse avec courage de s'aligner sur l'entité sioniste et de cautionner les crimes abominables commis ces dernières semaines par le gouvernement israélien, écrit-il. Et l'éditorialiste de comparer Mélenchon à Jean-Marie Le Pen, et c'est un compliment sous sa plume. Voilà donc un soutien dont Jean-Luc Mélenchon se serait sans doute bien passé. Mais peut-être pas, parce que ces attaques contre lui, c'est son oxygène, explique aussi Cécile Cornudet dans Les Échos, qui s'intéresse donc elle aussi au cas Mélenchon. Tout ceci est voulu par lui, affirme-t-elle, en suscitant les flammes. L'incendiaire Mélenchon s'adresse en fait à son électorat. Regardez, il ne m'aime pas, donc il ne vous aime pas. Ce sont les médias et les politiques, toutes ces élites qu'une partie du pays rêve de dégager, parce que les derniers mélenchonistes en sont sûrs. Le dégagisme sera encore le moteur du vote en 2027, à moins que d'ici là, ce ne soit Jean-Luc Mélenchon qui est dégagé. Soit dit en passant, c'était la stratégie de Donald Trump. C'est assez intéressant. La presse revient également ce matin, Olivier, évidemment, sur la visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient. Alors, comment vous résumez les choses, Dimitri ? En fait, compte tenu du peu d'attente que suscitait cette visite dans vos journaux hier, on en parlait, ce matin, un certain nombre d'entre eux trouvent que finalement, notre président ne s'en est pas si mal sorti. Macron en médiateur, titre ainsi le Midi Libre. Macron s'active pour trouver une issue à la crise, lui reconnaît le Parisien aujourd'hui en France. Mais alors, il y a quand même un truc qui ne passe pas, mais alors pas du tout, c'est cette histoire de coalition internationale contre le Hamas, proposée par Macron, puis finalement tempérée 2 heures plus tard. C'était la surprise du chef de l'État, s'amuse Libération, mais tout cela n'est pas drôle, explique le journal. Cet effet d'annonce, comme les aime Macron, est symptomatique, écrit-il, de la déroute de la politique française au Moyen-Orient. Et le Figaro n'est pas loin de penser la même chose. Sous le titre « La diplomatie du tourbillon », Philippe Gély dénonce cette volonté d'Emmanuel Macron de vouloir cocher toutes les cases. Libération des otages, destruction du Hamas, trêve humanitaire, empêcher l'escalade régionale, offrir l'espoir d'un État aux Palestiniens. Plus ses interlocuteurs se succèdent, plus la diplomatie française ressemble à celle d'un derviche tourneur. Pendant ce temps-là, à Paris, Olivier Delagarde, on s'active politiquement autour de la future loi immigration. Oui, on s'active et ça donne aussi le tournis. Le Parisien aujourd'hui en France affirme qu'Elisabeth Borne serait prête à retirer l'article sur les métiers en tension. La Première ministre l'a annoncé à Bruno Retailleau, le patron des LR au Sénat, au cours d'un dîner à Matignon. Décision qui pourrait lever les réticences qu'avaient les Républicains à voter le texte, mais qui ne va pas faire plaisir à l'aile gauche de la Macronie. La manip d'Elisabeth Borne pourrait alors consister à faire passer la régularisation d'un certain nombre d'étrangers, non par la loi, mais par voie réglementaire. Alors si vous n'avez pas tout suivi, ne vous en faites pas, on n'a sans doute pas fini d'en entendre parler. Alors il y a un autre sujet dont on va beaucoup parler, Dimitri, dans les semaines qui viennent. Ce sera le procès d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. Le ministre accusé de prise illégale d'intérêt
comparaîtra à partir du 6 novembre. Le Monde, qui s'est procuré l'arrêt de renvoi, détaille les charges qui pèsent contre lui. Mais c'est le papier que signe Marie-Amélie Lombard-Lathune dans l'Opinion que vous devez lire pour comprendre les réels enjeux de ce procès. Parce que certes, le ministre joue gros, et probablement son fauteuil, mais les débats risquent aussi, et peut-être surtout, de jeter une lumière assez crue sur les méthodes de François Molins et celles des magistrats du parquet national financier, explique-t-elle. Dans le camp des juges, d'ailleurs, le malaise augmente. Difficile de dire quelle sera l'attitude des 12 parlementaires qui vont siéger, mais pas impossible qu'un réflexe de corps se manifeste chez les politiques. Cela peut vite se transformer en mission d'enquête parlementaire sur l'insupportable immixtion des juges dans l'action gouvernementale, explique un bon connaisseur du dossier. Bref, la chronique judiciaire des prochaines semaines pourrait bien devenir un succès d'année de l'arroseur arrosé. Autrement dit, le glaive vengeur et le bras séculier de la justice pourraient bien se retourner contre elle. Merci beaucoup, Olivier Delagarde.